Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque fois. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous le savez, on va aborder la deuxième partie des revolvers à percussion de la guerre de sécession. Dans la première partie, on a étudié les armes du Nord. Cette fois-ci, on va étudier les armes du Sud. Au préalable, j'aimerais vous remercier parce que vous avez été nombreux, et vous l'êtes encore, à regarder cette première partie, à laisser des tas de commentaires extrêmement bienveillants et encourageants pour moi. Et voilà, je vous ai voulu remercier parce que ça me touche vraiment beaucoup. Et on a passé d'ailleurs à cette occasion, à l'occasion de cette première partie de vidéo, la barre des 700 abonnés. Et franchement, c'est voilà, c'est tout à fait. Moi, je suis toujours surpris de ça. Mais enfin, voilà. Bon, donc aujourd'hui, on va aborder les armes sudistes. Alors, avant d'entrer dans les détails, j'aimerais resituer pour ceux qui n'ont pas vu la première partie et qui vont peut-être regarder la deuxième partie en premier, j'ai envie de dire, sur les armes sudistes. Je vais refaire un petit peu, pas l'historique, mais redessiner un petit peu la guerre de sécession en quelques chiffres, de façon à planter le décor. Voilà, alors la guerre de sécession, c'est quoi? C'est les États du Nord et les États du Sud qui se font la guerre. Le Nord, c'est 25 États, c'est fortement, très fortement industrialisé. Il y a une forte densité de population également, puisqu'on est entre 20 et 23 millions d'habitants, et vous allez voir que le Sud, c'est pas du tout pareil. Le Sud, c'est moitié moins d'États, on est sur une douzaine d'États, pas du tout, peu en tout cas industrialisés, il y en a effectivement, mais pas rien de comparable avec le Nord. On est sur une terre de plantation, on cultive le coton, le tabac, c'est une terre agricole, de culture, etc. Donc pas du tout industrielle. La population sudiste, c'est environ un peu moins de 10 millions de personnes, donc on est moitié moins encore que le Nord, qui se divise entre 6 millions de blancs, hein, pour schématiser, et un peu plus de 3 millions d'esclaves. Voilà. Le début de la guerre de sécession, c'est 12 avril, donc on est au mois d'avril, là on a fait les tristes anniversaires, voilà. Le 12 avril 1861 bien sûr, début de la guerre de sécession, fin de la guerre le 9 avril 1865, donc quasiment 4 ans de massacres épouvantables. Voilà. Il faut savoir que dans ces 4 années, il y aura eu, d'après les estimations des historiens, entre 600 000 et 750 000 victimes. Ces 600 000 ou 750 000 victimes, je le rappelle, c'est plus de morts américains que la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée et la guerre du Vietnam réunies. C'est-à-dire que ces 4 ans de guerre civile, j'ouvre une petite parenthèse parce que le Nord appelle ça une guerre civile, mais le Sud n'a jamais reconnu que c'était une guerre civile. Parce que la guerre civile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une même nation, un même peuple, et qu'il y a une guerre civile entre eux, entre deux factions, on va dire. Or, pour les sudistes, on n'est pas du tout sur le même peuple, on n'est pas du tout sur la même vision de la vie. Donc, pour eux, ils réfutent cette idée de guerre civile. C'est le Nord qui, pour montrer que les États-Unis étaient justement unis, n'a pas voulu appeler cette guerre comme elle devrait s'appeler. Alors, il faut savoir que sous les drapeaux nordistes, il y a 2 millions d'hommes. Sous les drapeaux sudistes, il y a 1 million d'hommes environ. Ce qui fait quand même un des conflits majeurs du 19e siècle, qui va préfigurer, d'après les historiens toujours, les grands massacres de la Première Guerre mondiale notamment. Voilà. Pour beaucoup, la guerre de sécession est la première guerre moderne dans laquelle on va voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et notamment, je le soulignais dans la première vidéo, ça sera une guerre médiatique, il y aura énormément de photos. On va trouver énormément de photos de la guerre de sécession. Alors, pendant ces 4 années de guerre, le Nord va acheter 750 000 revolvers, hein, puisqu'on a vu aujourd'hui, on ne va s'intéresser qu'aux revolvers à percussion. On ne va pas s'intéresser aux armes longues, ni aux pistolets à silex ou à percussion à un coup. Ça n'entre pas dans notre sujet aujourd'hui, même s'il y en a eu effectivement. Donc le Nord achète 750 000 revolvers,
principalement sur le marché intérieur, puisqu'ils ont une très forte industrie armurière, mais ils vont quand même acheter quelques pièces sur le marché extérieur. Le Sud, quant à lui, va acheter en tout 250 000 revolvers. Et là, c'est l'inverse des États-Unis, puisqu'ils n'ont pas d'industrie ou quasiment pas. C'est sur le marché extérieur que la majorité de la production va être achetée. On va voir dans quelles conditions. Il faut savoir que les sudistes étaient néanmoins armés d'armes nordistes jusqu'en mai 1861. Voilà, puisque c'est marrant là aussi, c'est que la guerre a été déclarée donc le 12 avril, et jusque fin mai 61, donc 12 avril 61, et jusque fin mai 61, donc plus d'un mois après le déclenchement de la guerre, les industriels armuriers nordistes continuaient de vendre des armes au sud. Vous savez que les marchands de canons, j'ai envie de dire qu'ils n'ont pas de drapeau. Ils vendent à tous ceux qui veulent bien acheter des canons et à tous les belligérants si possible. Et il a fallu que Abraham Lincoln tape un peu du poing sur la table en disant que bon, fallait arrêter d'alimenter l'ennemi en canon, en pistolet, en tout ce qu'on veut. Donc, bon, bref, voilà, petite anecdote. Alors, on va voir aussi que la fabrication des armes dans le Sud, parce qu'on va s'intéresser évidemment à ce qu'ils ont acheté, à ce que les sudistes ont acheté sur les marchés extérieurs, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est la production locale. C'est les armes fabriquées par les sudistes. Alors on l'a vu, il n'y a pas d'industrie, il y a peu d'infrastructures armurières, il y a des armuriers, certes, talentueux pour certains, on va les examiner, mais fabriquer des armes dans le Sud, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que jusqu'au déclenchement de la guerre, les sudistes n'avaient pas besoin de fabriquer des armes, puisqu'ils avaient toutes les quantités qu'ils voulaient en se fournissant chez les armuriers du Nord. Tout simplement les grosses manufactures que sont notamment Colt et Remington et Smith & Wesson. Voilà. Par exemple, le Colt 1851 qu'on a examiné dans la première vidéo, il sera extrêmement répandu dans le Sud, puisque comme son matricule l'indique, il est sorti en 1851, donc pendant près de 10 ans, il a été vendu dans le Sud par des grossistes dans le Sud, donc beaucoup de sudistes ont du 1851. Un peu moins du 1860 que vous voyez derrière moi, parce que, effectivement, fabriqué en 1860, gros de la production 1861, la guerre est commencée, donc on verra peu de 1860 dans le Sud, mais on verra beaucoup de 1851 et beaucoup d'autres armes fabriquées dans le Nord. Voilà. Sauf que c'est difficile pour les sudistes, pas simplement parce qu'ils n'ont pas d'industrie, mais tout simplement parce qu'ils sont en guerre. Les États du Nord, j'ai envie de dire, sont en paix. L'usine Colt, elle n'a jamais été inquiétée par les troupes confédérées. Alors que les fabricants sudistes, ils étaient fréquemment obligés de déménager leur usine à la va-vite pour aller se mettre un peu plus loin, continuer à fabriquer et hop, redéménager au fur et à mesure que les armées de l'Union avançaient. Fabriquer des armes dans ces conditions, on comprend que c'est pas évident, et le seul recours de l'armée confédérée était d'envoyer des émissaires en Europe pour acheter tout ce qu'ils pouvaient en armes, et on va voir que même là, c'était pas évident d'acheter des armes en Europe. Au fur et à mesure que la guerre se poursuivait, fallait faire face au blocus américain, et puis vous savez aussi que la guerre, elle se gagne dans les salons, elle se gagne pas forcément sur les champs de bataille. Napoléon avait une phrase très pertinente, il disait « de la plume ou du sabre, c'est toujours la plume qui l'emporte ». Autrement dit le verbe, autrement dit la diplomatie. Donc quand je dis que la guerre se gagne dans les salons, c'est vrai aussi qu'il y a eu, je dirais, d'âpres négociations dans les salons pour qu'il y ait le moins d'industriels possible qui fournissent des armes au Sud. Voilà. Bon, on va commencer les armes du Sud, mais juste avant ça, pardonnez-moi, on va revenir sur une arme nordiste, parce que c'est le problème de mes vidéos, hein. Vous savez, je ne fais pas de montage, c'est du one-shot, c'est ce qu'on appelle du plan séquence. Donc si je dis une connerie, je ne peux pas revenir en arrière, couper la scène, enfin je pourrais avec un logiciel de montage,
mais voilà, j'ai pas envie de faire ça. Donc, si je dis une connerie, ben, elle reste en place, et puis ben, je corrige ma connerie en direct avec vous, quoi. Donc là, c'est pas une connerie du tout, c'est seulement, pardon, que je vous ai présenté une arme, voilà, je vous la remontre, celle-là, vous vous souvenez, le Star, qui a été un gros succès comme arme du Nord. Alors gros succès, pas forcément mécanique, ou encore que c'est très avancé aussi au niveau mécanique, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a eu 50 000 pièces, hein. Donc on est très loin des 200 000, 300 000 pièces de Colt, des 150 000 Remington, etc., etc. Enfin, on est très loin de ces quantités-là, mais ça reste un très gros contrat quand même. Voilà, si vous voulez connaître un peu l'histoire du Star, ben vous regardez, si ce n'est pas déjà fait, la première vidéo. Mais ce que j'ai oublié de vous montrer avec le Star, c'est comment il se démonte. Parce que c'est une arme, on le voit bien, c'est un profil un peu particulier, on aime ou on n'aime pas, perso, moi j'ai jamais trouvé ça très très beau, mais il semblerait que les soldats qui l'ont utilisé ne s'en plaignaient pas, ça marchait plutôt bien. Bon, bah voilà. Maintenant, comment il se démonte? On a vu le Remington, comment il se démonte, ça va très très vite pour quelqu'un qui est entraîné, donc pas pour moi. Et puis ça vous permet de changer de barillet très vite. Alors avec celui-là, on est un peu sur le même schéma, c'est-à-dire qu'on peut enlever un barillet peut-être un peu plus vite qu'avec le Colt, et encore, c'est pas dit, parce que vous savez que le Colt, vous avez une clavette, il faut retirer la clavette, retirer le canon, enlever le barillet, remettre un autre barillet qui aura été chargé au préalable éventuellement, remettre le canon, remettre la clavette, et en faisant en sorte que tout ça, ça reste aligné quand même. Voilà, donc c'est un petit peu, bon, c'est moins pratique que le Remington, je ne vais pas vous le refaire parce que je m'étais un peu planté dans la vidéo précédente. Donc je ne vais pas vous le refaire, mais vous avez compris le principe. Alors celui-là, en revanche, c'est quelque chose que je trouve assez long, beaucoup plus long que le Remington. C'est que vous avez une vis là, vous voyez, vous avez une vis, vous la dévissez, voilà, je le fais en direct, vous la dévissez, et bon, elle est bien vissée, on va dire, voilà. Vous faites ça, vous appuyez un peu sur la détente pour faire tomber le tenon de verrouillage, et vous sortez le barillet. Vous sortez le barillet. Pour le remettre, ben vous appuyez un peu sur la détente, vous enclenchez le truc ici, vous refermez là, hop. Donc quelqu'un d'entraîné peut quand même aller assez vite. Et si vous aviez plusieurs barillets d'avance, ben ça vous permettait quand même d'avoir une bonne puissance de feu. Voilà, ça c'est ce que j'avais oublié de vous montrer dans la première vidéo. Mon oubli est réparé et vous m'en voudrez pas. Voilà, je la mets là. Alors vous voyez ici un certain nombre d'armes, vous en reconnaissez quelques-unes qu'on a étudiées dans le Nord. On va voir pourquoi elles sont sur la table aujourd'hui. Donc on va commencer par l'un des revolvers les plus célèbres de la fabrication sudiste. D'abord parce qu'il y en a eu 4000 pièces de fabriquées. Vous verrez que 4000 pièces, c'est une très belle production pour les armuriers du Sud, qui, je le rappelle encore, n'ont pas d'industrie armurière. Donc c'est très souvent un atelier vaguement amélioré, avec quelques machines-outils, etc. Mais c'est jamais un complexe industriel comme on peut trouver dans le Nord. Donc une série de 4000 pièces, c'est plus qu'honorable, croyez-moi. Alors, le Griswold & Gunnison, puisque c'est de celui-là qu'il s'agit, le Griswold & Gunnison. Alors, on le voit tout de suite que ça éveille quelque chose, puisque, effectivement, le Sud a beaucoup copié les armes Colt, puisque, bon, eux-mêmes ne fabriquaient pas d'armes, donc le moment venu, qu'est-ce qu'on fait? On va pas se mettre à un bureau d'études, autour d'une table, se dire, bon, on va inventer un revolver que personne n'a inventé. Non, on va plutôt prendre des Colt, on va les copier, et ça ira très bien. Et c'est ce qui s'est passé notamment avec ce Griswold & Gunnison, qui est une donc réplique de Pietta. C'est pour ça également qu'elle est connue, parce que Pietta, elle mérite, en tout cas on peut le remercier, elle mérite d'avoir fabriqué et proposé dans son catalogue tout un tas d'armes sudistes qu'on n'aurait peut-être jamais connues si Pietta ne les avait pas fabriquées. Voilà, alors vous le savez, j'ai mes petites notes, hein, parce que tout ce que
tous les chiffres, les dates et tout, vous allez voir qu'il y en a un paquet, et que si je prends pas de notes, je vais me noyer. Alors, donc on remercie Pieta. Un petit bémol quand même concernant Pieta, dont la qualité s'est énormément améliorée, il faut le reconnaître, hein, au fil des ans. C'est que effectivement, on peut les remercier de nous avoir proposé des armes sudistes, mais c'est surtout que c'était très facile pour eux de le faire. Parce que comme ils fabriquaient déjà des copies de Colt, il suffisait pour Pieta de mettre une carcasse en laiton et en avant, c'est bon quoi. Voilà. Donc leur chaîne de production, elle n'était pas bousculée à fabriquer des armes sudistes. Donc ça a été pour eux l'opportunité d'avoir un catalogue plus étoffé en proposant des pièces qui leur coûtaient quasiment rien, on va dire. Bon. Bref. Alors, revenons au Griswold & Gunnison. Donc je vous le montre. Voilà, Griswold & Gunnison. Donc vous vous dites, oh, on dirait un Colt, mais plus particulièrement, c'est pour ça que j'ai mis ce Dragoon sur la table, alors qu'on l'a étudié dans les armes du Nord, c'est un Colt. C'est que vous voyez qu'on est quand même sur la même morphologie, on est quand même sur le même design, mais pas du tout sur les mêmes proportions. Voilà. Mais sinon, bah, c'est un Dragoon miniature, quoi. Voilà. Donc, deux mots sur Griswold & Gunnison, parce que c'est intéressant, il faut savoir que Samuel Griswold, lui, il n'était pas du tout attiré par les armes à feu. Lui, il a fait sa fortune avec les égreneuses à coton. Alors, pour ceux qui ont vu l'épisode sur les armes nordistes, vous savez que Eli Whitney, qui deviendra... la Whitney Armory deviendra extrêmement connue et aussi importante que Colt Remington et tout dans ces années-là. Mais au tout départ, l'arrière-grand-père Whitney, lui, il avait inventé en 1792 une égreneuse à coton, et comme je le disais dans la première vidéo, il était assez jeune, pas expérimenté, il n'a pas protégé son invention, et c'en est d'autres qui se sont emparés de son invention et puis qui ont fait fortune à sa place. C'est le cas de Samuel Griswold. Voilà, Samuel Griswold a fait sa fortune dans les égreneuses à coton. Mais très vite, il construit autour de ça un mini complexe industriel sur un modèle qu'on a déjà vu en Europe, notamment chez nous en France. C'est qu'il va avoir son atelier mécanique, il va avoir une fonderie, il va avoir une savonnerie, il va fabriquer des bougies, il va avoir des logements, il va avoir un bureau de poste, et il va appeler ça Griswoldville. Voilà, puisqu'on est typiquement en présence d'un patron un peu à l'ancienne, paternaliste. Il emploie plusieurs centaines d'ouvriers, il va les loger, il va faire en sorte qu'il y ait des commerces, il va créer une petite ville, en fait, qui va porter son nom, comme Whitney d'ailleurs, hein, Whitneyville, c'est ça, il a construit une ville autour de son usine en réalité. Et c'est vrai, si on se souvient, pour les plus anciens d'entre nous, que dans le nord de la France notamment, il y avait beaucoup ça, c'est-à-dire que les ouvriers étaient logés par le patron dans des villes, des petites villes qui ont été créées pour pouvoir travailler à l'usine, hein, tout simplement, ce qui est peut-être pas... Enfin bon, voilà, on va pas discuter sur le travail à l'usine, mais enfin, voilà. Donc, ce Griswold & Gunnison, enfin Griswold, puisque Gunnison n'est pas encore là, hein. En fait, si, Gunnison, il est là, mais Gunnison, c'est un employé de Griswold. Gunnison, lui, il a même été précepteur des nombreux enfants, nous dit-on, de Griswold. Alors, combien il avait d'enfants, je ne sais pas. Mais Gunnison, sa passion, c'est les armes. Et comme on ne fabrique pas d'armes chez Griswold, bah, il s'en va, le mec. Et il se met à son compte, et il se met à fabriquer des armes. Et là, quand arrive le conflit, dans les premiers mois du conflit, le gouvernement confédéré va demander un effort de guerre à tout le monde, hein, tout le monde va s'y coller, pour produire des armes. C'est-à-dire que la demande, elle est simple, vous faisiez des égreneuses à coton, vous ralentissez un peu, voire vous arrêtez les égreneuses à coton, et puis vous vous mettez à fabriquer des armes autant que faire se peut, quoi. Et donc c'est ce qui se passe avec Griswold, puisqu'il a une infrastructure qui est assez belle, et puis il est rejoint à nouveau par Gunnison, qui vont s'associer pour le coup, et vont créer Griswold & Gunnison, et ils vont sortir des armes. Et ils s'associent au début de l'année 1862. Mais bon, il faut très vite savoir aussi que
le Sud va manquer rapidement de matières premières, puisque tout vient du Nord, hein. Tout passe par le Nord. Le Sud, c'est vraiment, on plante du coton, et même pour exporter le coton est transporté dans le Nord, et ensuite, du port de New York, ça part dans le monde entier. Mais ça, tout passe par le Nord, hein. Ce qui explique une partie du conflit d'ailleurs, hein, parce que le Sud était complètement à la merci économique du Nord, quasiment, hein. C'était un peu la situation de l'époque. Et il faut savoir que comme ça manquait de matières premières, on a essayé de limiter les coûts, on a essayé de limiter les matières. On verra sur certains revolvers à quel point ils ont rogné les matières premières. Et c'est ce qui explique aussi que sur beaucoup de la production sudiste, on trouve des boîtiers en laiton qui étaient quand même plus faciles et moins chers à fabriquer que l'acier. Et l'acier était de plus en plus rare. Il faut savoir que l'effort de guerre, tout le monde l'a fourni dans le Sud. Ça a été un élan formidable. Même l'Église s'y est mise, puisque les cloches, les énormes cloches des églises du Sud ont été données par l'Église pour qu'elles soient fondues et qu'on puisse fabriquer des armes avec, etc. C'est pour ça que il se disait des armes sudistes qu'elles avaient été consacrées par le Seigneur parce qu'elles avaient été en partie fabriquées avec les cloches des églises. Voilà, c'est assez joli comme voilà. Alors, bref, on l'a vu, il y aura à peu près, je vous le remontre, 4000 exemplaires qui vont sortir de chez Griswold and Gunnison, ce qui est plus qu'honorable, on l'a vu. Alors maintenant, on va parler d'un revolver qui, lui, est très connu aussi des amateurs de poudre noire, parce que Pietta le réplique. Mais encore une fois, c'est très facile à répliquer. C'est le Dance & Brother. Voilà, le Dance & Brother, Pietta ne l'a pas répliqué parce qu'il y en avait eu 4000 exemplaires, parce qu'il faut savoir que le Dance & Brother, il a été fabriqué à 500 exemplaires. Vous imaginez, pendant toute la durée de la guerre, 500 exemplaires seulement. C'est vous dire qu'on était loin. Même les armuriers un petit peu équipés, etc., c'était quelques pièces par mois qu'ils arrivaient à sortir. C'était pas des milliers à la chaîne, quoi. Donc là, on parle environ 500 pièces, donc du Dance & Brother. Alors, on va dire deux mots sur les frères Brother, parce qu'il y a Brother dans Dance, les frères Brother, n'importe quoi. Vous voyez, je vous ai dit, quand je dis des conneries, c'est ça. Les frères Dance, ils sont 4. Ils vont rester ensemble et eux, ils fabriquent des armes déjà, bien avant la guerre, puisqu'ils ont monté leur première armurerie en 1853. Mais en plus des armes, comme beaucoup d'armuriers, les armes n'étaient pas suffisantes, sauf pour les gros industriels, mais sinon, l'armurier local, il fabriquait aussi des trucs en métal, des machins. Bon, voilà, comme on disait dans la vidéo précédente, il fallait des fers pour les chevaux, il fallait des socs de charrue, il fallait des trucs. Bon, l'armurier, il avait généralement une petite fonderie, il était un peu équipé, donc il travaillait le métal, et voilà, c'était... L'armurier était souvent le forgeron aussi du village, des fois, hein, donc il travaillait le métal, et voilà. Donc, la particularité du Dance & Brother, c'est que il n'a pas de bouclier. Vous voyez que là, parce que le Dance & Brother, c'est une copie de Colt. Hein. Voilà, c'est ça, c'est une copie de Colt. Sauf qu'il n'y a pas de bouclier, ce qu'on appelle les parties arrondies ici. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, de chaque côté du chien, vous avez une partie arrondie, c'est ce qu'on appelle le bouclier. Eh bien ça, les Dance & Brother ne l'avaient pas, c'est-à-dire qu'on était absolument plat. Voilà, ce qui est pas gênant en soi, le bouclier n'est pas absolument indispensable pour le fonctionnement de l'arme. Ça donne un peu plus de solidité et tout, mais ça n'empêche pas les coups de partir quand même. Donc c'était... voilà, alors il y a deux explications à ça, parce que les historiens disent que les tout premiers Dance & Brother avaient un bouclier. C'était la copie exacte du Colt, il y avait un bouclier. Et apparemment, pour deux raisons, pour faire des économies, on a supprimé le bouclier. Alors oui, non, est-ce que c'est vrai, pas vrai? Puisqu'on va voir que sur les autres productions sudistes, il y avait des boucliers, donc pourquoi ceux-là n'en auraient pas et les autres en auraient? Le plus vraisemblable, c'est que Dance & Brother, ils ont reçu, pour fabriquer les carcasses, des blocs de métal, mais ça porte un nom quand ça part de la fonderie et qu'il y a...
je sais plus. Bon bref, voilà, c'est un bloc de métal, on va dire, ou de laiton, et puis ils vont tailler la carcasse dedans. Et ce bloc-là était trop mince, pas assez large pour pouvoir faire le bouclier dedans. Donc on a supprimé le bouclier, voilà. Bon, voilà, quelle est la part de vérité historique, de supposition, d'hypothèse, j'en sais rien. Toujours est-il que voilà, c'est un revolver qui se distingue par son absence de bouclier, et il est fabriqué sans bouclier par Pieta, toujours proposé à la vente aujourd'hui. Voilà. Alors, on arrive maintenant sur un revolver un petit peu plus connu, parce que il y a eu un... Alors c'est toujours pareil, je vous montre celui-là parce que j'ai pas réussi à avoir toutes les pièces que le Sud avait fabriquées, et comme la plupart du temps c'est des copies de Colt, bon ben ma foi je vous sors, le Griswold & Gunnison a été reproduit par d'autres fabricants, avec des particularités, ce qui est le cas par exemple du Leach et Rydon. Alors je sais pas si je le prononce bien, ça s'écrit L2ECH, et plus loin son associé Rydon, R-I-G-D-O-N, Rydon. Leach et Rydon, moi je dis ça comme ça, voilà. Bon, alors les Leach et Rydon, en deux mots, au départ, Rydon, lui, il fabrique des instruments de mesure, et notamment des échelles. Donc il en fabrique beaucoup, il a vraiment une grosse entreprise voilà, qu'il a fondée dans les années 1840. Mais voilà, c'est alimentaire, j'ai envie de dire, c'est pas vraiment son truc. Son truc, lui, c'est l'ingénierie mécanique. C'est la mécanique, c'est l'ingénierie mécanique. Donc il va monter très vite un atelier d'ingénierie mécanique, et il va créer quoi? Il va créer des pompes à eau à vapeur pour les pompiers, pour pouvoir éteindre les incendies. Voilà. Et les premiers à s'en servir seront les pompiers de Saint-Louis, où était installé ce monsieur Charles Rydon. Et Charles Rydon, lui, eh ben, il est un petit peu comme ceux qu'on vient d'examiner à l'instant. C'est pas un passionné d'armes à feu, comme pouvaient l'être Colt et Smith & Wesson, qui étaient tous des inventeurs et des créateurs d'armes. Lui, pas du tout. En revanche, s'il n'est pas passionné par les armes, il a quand même le sens des opportunités, puisque quand dans les années 50, ça commence à... Bon, c'est un peu plus que des rumeurs, on sait que ça va clasher un moment ou un autre, tout le monde commence à acheter des armes, tout le monde commence à produire des armes. On se souvient, dans la vidéo que j'ai faite sur Smith & Wesson, on se souviendra que le consortium d'hommes d'affaires qui ont créé la Volcanique, dans laquelle est venu ensuite Smith & Wesson, parce que c'est pas du tout Smith & Wesson qui ont créé la Volcanique, malgré ce qu'on peut lire des fois dans des bouquins qui prennent des raccourcis, bon c'est un peu normal, on ne peut pas toujours rentrer dans les détails, mais les gens qui ont créé la Volcanique sont des hommes d'affaires. Il y avait dedans Oliver Winchester, d'ailleurs, sont tous des hommes d'affaires qui ont dit, tiens, il y a du pognon à se faire avec les armes, donc on va plutôt monter une compagnie pour fabriquer des armes, et c'est comme ça qu'ils se sont associés ensuite avec Smith & Wesson pour fabriquer des armes. Là c'est pareil, Charles Rydon, lui il n'aime pas les armes, mais il est opportuniste, et il sent qu'il y a du pognon à se faire avec ça. Il ne va pas s'en faire beaucoup, parce que dans le Sud, ma foi, il va sortir de ce Leach et Rydon, il va sortir à peu près entre 2 et 3 000 pièces, les historiens ne sont pas tous d'accord, mais globalement, il n'y en aurait pas eu plus de 3 000, donc plutôt entre 2 et 3 000. Et pourquoi je disais que c'est une arme un petit peu célèbre aussi, connue chez nous des collectionneurs, parce que c'est une arme qui a fait l'objet, il y a 20 ou 30 ans, je crois, j'ai pas fait la recherche, mais je sais que c'est un coffret que j'ai vu passer, un coffret commémoratif des armes du Sud, et donc c'était un Leach et Rydon qui était proposé dans un très joli coffret sur la guerre de sécession, donc je pense que ça doit être dans les années 80, voilà, un truc comme ça. Et donc voilà, revenons quand même à Leach et Rydon. Rydon, on le voit, il a envie de créer des armes, mais c'est pas son truc, et en revanche, il va rencontrer en 1860, la guerre n'est pas complètement commencée, mais pas du tout d'ailleurs, puisqu'elle commencera, je vous le rappelle, en avril 61. Il va rencontrer un certain Thomas Leach, d'où le nom Leach et Rydon. Donc Thomas Leach, lui, c'est un vrai passionné d'armes. Mais c'est plus qu'un passionné, c'est un grossiste, et c'est un revendeur de plusieurs grosses marques d'armes. Et lui, c'est sa passion. Mais il n'a jamais franchi le pas de la fabrication. Et sa rencontre avec Charles Rydon va faire que ils vont se lancer tous les deux dans la fabrication. Donc une société est fondée qui va s'appeler
pendant quelques mois la Memphis Novelty Work, et qui très vite va prendre le nom de Leach et Rydon, qui vont donc fabriquer non seulement des revolvers, mais aussi des sabres, des épées, etc. etc. À l'époque, les armuriers fabriquaient tout ça aussi, il faut savoir. Alors, il y a une anecdote un peu amusante sur Leach et Rydon, c'est que en avril 64, bon, c'est plié pour le Sud, hein, voilà, avril 64, il reste quelques mois avant la fin de la guerre, les troupes sudistes ont subi des pertes tellement importantes que le gouvernement confédéré décide d'une mobilisation massive de toutes les personnes en âge de porter une arme et de pouvoir s'en servir. Et c'est là qu'il y a, en mai 64, un capitaine qui se présente chez Leach et Rydon avec une liste de noms et qui dit toi, voilà. Donc les principaux armuriers de Leach et Rydon, les ouvriers, le contremaître, et tout ça sont appelés sous les drapeaux. Alors bon, il a fallu batailler pour garder un homme ou deux pour pouvoir continuer à produire, mais voilà, on en était réduit à ça, c'est-à-dire que il y avait le feu à côté, il fallait y aller, quoi. Donc construire des armes, c'était presque même, ça servait presque peut-être même plus à rien, quoi. Enfin, toujours est-il que voilà, il y a eu 2-3 000 pièces du Leach et Rydon. Alors maintenant, on va passer à une autre arme qui est une copie conforme du Colt 1851. Il est là. Alors, Schneider Classic, eux, ils fabriquent déjà des armes un peu. Ils ont notamment créé une arme de poche, une espèce de Derringer qui marche plutôt bien. Ils ont une bonne réputation. Donc, ils se lancent dans la fabrication de revolvers. Mais alors, eux, ça va être catastrophique. On ne connaît pas... Alors oui, on pourrait rentrer dans les détails de l'histoire de Schneider et Classic. C'est pas classique, hein. C'est Classic avec un G et un K à la fin. Voilà, je vous le présente quand même. Parce que ça aussi, c'est fabriqué par Pietta, qui a pris un Colt 1851. Hein, je veux dire, il n'y a pas... Voilà, on est sur deux armes identiques. Carcasse en laiton, et puis en voiture Simone, quoi. Voilà. Donc c'est facile à Pietta d'appeler ça un Schneider Classic, parce que c'est simplement un Colt avec une carcasse en laiton, quoi. Voilà. Bah, toujours est-il que, tenez-vous bien, de ces Schneider et Classic, on pensait, je vais vous expliquer pourquoi, on pensait qu'il y en avait eu des milliers de fabriqués. En fait, tenez-vous bien, il y en a eu 30. Il y a eu 30 revolvers Schneider et Classic qui ont été fabriqués par Schneider et Classic. Alors pourquoi on pensait qu'il y en avait des milliers? Parce qu'il y avait la propagande de guerre, et les sudistes faisaient courir le bruit dans les journaux, hein, ils écrivaient ça dans les journaux, que l'usine Schneider et Classic, ils étaient trois, hein, mais bon, l'usine Schneider et Classic fournissait des milliers et des milliers de revolvers qui n'avaient rien à envier au Colt. Voilà, c'est ce qui était dit dans les articles. Tout ça pour enfumer un peu le Nord et leur dire, voyez, nous on fabrique des armes, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Sauf qu'en réalité, ils en ont sorti 30, quoi. 30. C'est, je crois, la plus petite production d'armes des États confédérés. Voilà. Bon, alors ça reste une excellente arme. La copie qu'en fait Pietta fonctionne très bien. Les 30 pièces de Schneider Classic de l'époque, je ne sais pas si les quelques soldats qui en ont eu, si jamais il y en a qui en ont eu, qu'est-ce qu'ils en pensaient, j'en sais rien. Donc on arrive maintenant à une arme qui est davantage connue, vous la voyez là, c'est le Spiller and Bur. Alors Bourg, enfin je sais pas, B-U-2-R, hein. Spiller et pas Spider, hein, voilà. Spiller and Bur, alors c'est une arme qui a été faite, je vous la montre, hop, je pousse ça, voilà. Spiller and Bur, c'est ça. Mélange de Remington, de Colt, mais vous allez voir que non, pas du tout. C'est ce qu'on pourrait croire au prime abord. Mais si je vous mets le Whitney nordiste à côté, vous vous dites, tiens, on est quasiment sur une copie de Whitney. Et c'est une copie de Whitney, tout à fait. Ça a ouvertement été construit comme étant une copie de Whitney, puisqu'encore une fois, ils n'avaient pas le temps d'élaborer des nouveaux modèles.
Donc Spiller & Burr, eh ben, ils ont fabriqué une copie de Whitney dans les matériaux disponibles, c'est-à-dire carcasse en laiton. Et ça, il y en a eu à peu près 1500 exemplaires, qui apparemment donnaient satisfaction. Voilà, ça c'est ce que dit Didier Bianchi, notamment dans son bouquin. Mais on va revenir sur l'histoire, fabriquée par Pieta, hein, merci Pieta encore. On va revenir sur l'histoire brièvement de Spiller & Burr, parce que c'est intéressant. Edward Spiller est un homme d'affaires qui a réussi. Il est très riche. Et c'est un militant convaincu de la cause sudiste, il s'est même acharné, il ne faut pas lui parler du Nord. Tandis que David Burr, donc Spiller & Burr, David Burr, lui c'est un industriel qui fabrique des machines à vapeur. Voilà, bon, c'est tout. Les deux décident de s'associer quand il y a cette fameuse demande de l'État confédéré pour qu'un effort de guerre soit fourni et que les industriels arrêtent de fabriquer ou ralentissent la fabrication de ce qu'ils faisaient pour se mettre à fabriquer des armes, et ils décident de s'associer. Sauf que ils sont armuriers ni l'un ni l'autre. Hein. Ils veulent participer à l'effort de guerre, mais ils n'y connaissent rien en armes. Et c'est là où va entrer en scène un troisième personnage qui est le lieutenant-colonel James Henry Burton. Donc le lieutenant-colonel James Henry Burton, lui, il s'y connaît en armes. Allez, on ne peut pas lui faire à l'envers, parce que lui, il a fait l'essentiel de sa carrière à l'arsenal d'État d'Harper's Ferry. Il est ingénieur et maître armurier. Donc c'est la personne qu'il fallait pour que Spiller & Burr, ça puisse matcher. Et voilà, donc en novembre 61, les trois hommes s'entendent pour fabriquer des revolvers selon les recommandations de Burton. Mais ils n'ont pas d'usine. Ils n'ont pas d'usine, ces gens-là. Donc ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, donc ils décident de s'adresser à un autre industriel qui a des énormes locaux et qui ne fabrique pas vraiment d'armes. Il s'appelle Samuel Robinson, et Samuel Robinson, son activité principale, c'est de reconditionner des armes. C'est-à-dire qu'il prend, reconditionner, c'est pas le terme, il transforme. C'est-à-dire qu'il prend des armes à silex pour les transformer en armes à percussion. Hein, voilà, bon, c'est pas compliqué à faire, mais il faut le faire, et lui il fait ça. Et donc quand Spiller & Burr viennent le voir en disant voilà, nous on veut fabriquer des armes, mais on n'a pas d'usine, est-ce que vous voulez fabriquer pour nous? Et Samuel Robinson, lui, il ne veut rien savoir, il n'a pas le temps, il ne veut pas s'en occuper, mais en revanche il dit bon écoutez, je peux vous louer une partie de mon usine, et vous fabriquez là, voilà, je vous mets 3 machines, enfin vous débrouillez. Voilà, et c'est ce qui va se passer. Ils vont occuper une partie de l'usine et vouloir commencer à fabriquer. Alors pourquoi je dis vouloir? Parce qu'ils ne vont pas y arriver. Tout simplement parce que le lieutenant-colonel Burton, qui, de par sa position, parce qu'il faut savoir que le lieutenant-colonel Burton, il a été promu pendant un temps surintendant des arsenaux confédérés. Bon. Donc, du coup, il a obtenu un contrat de 15 000 pièces. Voilà. Mais quand vous avez un contrat de 15 000 armes et que vous n'avez pas d'usine, voilà, c'est pour ça que Spiller & Burr sont allés chez Robinson en disant, voilà. Et le problème, c'est qu'ils ont l'usine, ils ont les machines-outils, mais le lieutenant-colonel Burton, il est déplacé du côté d'Atlanta pour aller créer un arsenal là-bas. L'armée le déplace, oui, c'est un militaire. Donc les autres se retrouvent avec l'usine et machines-outils, mais ils n'ont personne. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils ont du pognon quand même. Hein. Donc ils se disent, bon, on va suivre le lieutenant-colonel. Il part du côté d'Atlanta, on va aller s'installer à Atlanta. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont à Atlanta, comme ils ont de l'argent, mais ils achètent des locaux, ils achètent des machines et tout, ils essayent d'avoir des bonnes machines. Franchement, ils ont vraiment envie de produire des armes. Hein. Et puis ils ont un contrat de 15 000 armes, il faut y aller quand même. Hein. À un moment donné, il y a des deadlines. Bon. Et ils vont construire leur usine. Donc jusque-là, tout va bien. Mais vous allez voir que le sort s'acharne vraiment sur Spiller & Burr. C'est que tout le monde a été appelé sous les drapeaux. Et il n'y a plus de personnel compétent pour faire marcher les machines qu'ils ont amenées dans cette usine, quoi. Donc vous voyez que c'est extrêmement compliqué. Et puis comment dirais-je,
quand vous avez mis la main, vous mettez le bras, quoi. Donc ils décident coûte que coûte de trouver des gens et tout ça. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Mais là, pas de bol, parce que comment dirais-je, la production va recommencer. Ils vont sortir 43 revolvers. 43 revolvers. Ils ont une usine. C'est vous dire, ils sortent 43 revolvers. L'armée va réceptionner ces 43 revolvers. Ils vont en retenir que 7. Le reste, poubelle. Parce qu'on avait des barillet qui ne tombaient pas en face le canon et tout ça. Dans le Nord, on est sur des grosses machines-outils précises. Les armes sont finies à la main, mais c'est les machines qui commencent déjà à fabriquer. On est certaines fois sur des pièces interchangeables. Ce qui était inconcevable quand vous êtes armurier avec votre machine. Vous ne pouvez pas faire de pièces qui sont interchangeables d'un exemplaire à un autre. Et bien là, c'est ça, les armes sont faites à la main. Il y a des machines et tout, mais les armes sont quand même faites à la main. Donc, quand Spiller & Bure voit ça, ils se disent bon, on raccroche les gants, on jette l'éponge, on se casse. Mais c'est des malins quand même, Spiller & Bure. C'est marrant parce que les mecs, c'est des hommes d'affaires jusqu'au bout. Alors, ils disent au gouvernement confédéré, ok, vous me rejetez nos armes, eh ben, rachetez-nous l'usine, nous on se casse. Voilà. Et ben, les confédérés vont racheter l'usine et vont vouloir commencer à produire, à mettre le personnel qu'il faut et à produire des revolvers, et ils vont pas y arriver non plus. Donc c'est vraiment catastrophique, l'aventure Spiller & Bure, c'est catastrophique. Pourquoi ils vont pas y arriver? Ben, simplement parce que les armées nordistes arrivent du côté d'Atlanta, il faut déménager l'usine plus loin, et les machines, alors ça paraît dingue, les machines vont se perdre. C'est-à-dire que quand on va vouloir reconstruire l'usine plus loin, on ne retrouve plus les machines. Alors à mon avis, elles ne sont pas perdues pour tout le monde, mais voilà, plus de machines, donc plus de production. Donc en tout et pour tout, il sera quand même sorti 1500 exemplaires de ce Spiller & Bure. Alors le Spiller & Bure, vous voyez, il y a une clavette ici, vous la tournez, hop, ça permet d'enlever ça, d'enlever le barillet, vous remettez, etc. Donc le barillet se change très très vite, comme sur le Remington, ce qui est un gros avantage. Voilà. Sauf que Remington, c'est 120 000 pièces de ce modèle-là, plus d'autres modèles, hein, mais c'est 120 000 pièces de ce modèle-là pendant la guerre de sécession, ça c'est 1005. Voilà. On est loin du contrat de 15 000 pièces qui avait été demandé au départ. Bon, vous voyez, voilà, on a fait le tour des armes de la Confédération. On va s'intéresser un petit peu au marché extérieur, mais j'imagine, pour ceux qui connaissent un petit peu les armes du Sud, vous vous dites, mais c'est pas possible, il manque une pièce. Il y a une arme emblématique des armées du Sud qui manque sur cette table. Eh bien oui, parce que je vous l'ai réservé pour la fin, c'est la petite surprise. Cette arme, vous la connaissez au moins de vue, parce que moi je l'avais vue en photo, je n'en avais jamais vue en vrai, j'en avais jamais tenu en main, et c'est juste monstrueux. Donc quand je l'ai reçu, le modèle que j'ai acheté, je me suis dit waouh, c'est énorme. Et ce modèle, eh ben c'est ça. Voilà. Je pense que cette silhouette vous est familière. C'est le revolver du colonel Lemat, qui d'ailleurs a fabriqué cette arme avant d'être promu colonel. Mais on va s'attarder un petit peu sur cette pièce, qui est quand même une machine incroyable. C'est un truc de dingue, ce flingue. Alors, faut savoir qu'au niveau proportion, ben, vous voyez, on est quasiment sur un Dragoon. Le Dragoon fait 1,9 kg, celui-là fait 1,6 kg, à vide. Bref, c'est une machine complexe, on dirait presque une arme qu'on appelle steampunk. Le style steampunk, c'est plein de trucs, de rouages, de tout ça. On se fait des costumes comme ça, il y a des festivals qui existent de steampunk. Et voilà, c'est tout un amalgame de plein de choses. Et là, on a l'impression que c'est ça, quoi. On dit, c'est quoi ce revolver, quoi? Ça paraît bizarre, hein, une espèce de gros tromblon au milieu, il y a tout ça. Alors effectivement, c'est une arme assez incroyable, donc c'est pour ça que j'ai voulu la garder pour la fin. Et en plus, l'histoire de son inventeur, elle est intéressante, elle est même passionnante. Voilà. Donc je repose parce que c'est assez lourd, et en plus de ça, c'est fragile. Enfin, c'est fragile. Voilà. C'est costaud quand même, mais voilà. On détaillera après mécaniquement comment ça fonctionne.
je le mets là parce que je vois que... Voilà. Alors, son inventeur, donc le colonel Lemat, qui s'appelle en réalité Jean-Alexandre François Lemat, il n'a rien pour devenir fabricant d'armes, ni pour inventer un revolver. Il ne se prédestine pas du tout à ça. Lui, il est né à Paris en 1820, c'est un Français. Et il fait des études de médecine et il obtient il devient docteur en médecine, il obtient son diplôme en 1842 à la faculté de Montpellier. Sauf que lui, il a envie d'exotisme, il a envie de partir à l'étranger. Des amis à lui sont partis en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Ni une ni deux, diplôme en poche. J'allais dire, il s'envole. Il s'envole. Enfin bon, bref, bon voyage. Il traverse l'Atlantique et il arrive en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans. Et là, il s'installe médecin généraliste, tout simplement. Et c'est précisément là qu'il va rencontrer son destin. Sous la forme, ou sous les formes charmantes et ravissantes, on lui souhaite, d'une certaine Justine le prêtre. Alors vous me dites, jusque-là, un homme, une femme se rencontrent, ça match, ils se marient, ils font des enfants, ils sont heureux. Ça pourrait être ça, mais non. Cette jeune Justine le prêtre, c'est rien moins que la fille d'un des plus gros planteurs de la Nouvelle-Orléans. Donc, mariage richement doté. Et là, notre médecin, il se dit, je peux arrêter la médecine, je suis blindé, je vais me consacrer à ce que j'aime vraiment, les armes à feu. Parce que sa grande passion à Jean-Alexandre François Lemat, c'est les armes à feu. Et il va consacrer sa vie à fabriquer son arme à feu. Donc il va déposer un premier brevet en octobre, 21 octobre 1856, vous voyez qu'on est bien avant la guerre de sécession, même s'il commence à y avoir un peu des rumeurs, et son brevet, il porte sur une arme qui est peu ou prou déjà celle-là. Voilà, il y aura des améliorations, il va déposer un deuxième brevet, etc. Mais globalement, on est déjà sur quelque chose comme ça, et on va voir que c'est quand même très particulier. Et puis, en 1859, le destin se penche à nouveau sur lui. Il va rencontrer celui qui, pour le moment, n'est que commandant, mais va très vite devenir général et va se couvrir de gloire. Ça va être un des généraux sudistes les plus connus et les plus appréciés. Il s'appelle Pierre-Gustave Beauregard, le fameux général Beauregard. Donc les deux hommes sympathisent, ça matche bien aussi entre tous les deux. Ils décident de s'associer. Le deal est simple. Lemat va fabriquer, Beauregard va vendre. Parce que vu son statut militaire, il va peser de tout son poids pour obtenir des contrats militaires, puisqu'en plus de ça, il est partie prenante, il est associé dans la même entreprise donc, que Lemat. Et c'est donc ce qui va se passer. Beauregard va réunir une première commission. Alors il est prudent, Beauregard. C'est un militaire sage. Voilà, il est prudent. Il ne sait pas trop si ça fonctionne, ça lui plaît, mais il dit bon, on va quand même voir. Donc il réunit une commission, mais informelle. Des connaissances à lui, des experts, d'autres militaires. Voilà, je vais vous présenter une arme. Dites-moi ce que vous en pensez, pardon. Et là, cette première commission informelle, elle va être dithyrambique, va trouver ça révolutionnaire, va apprécier la capacité de feu d'une arme comme ça, parce qu'il faut savoir, on a un barillet monstrueux, n'est-ce pas? Voilà, vous le voyez, monstrueux. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 coups dedans. Là où tous les revolvers, vous voyez, qu'on a examinés du nord, du sud, il y a 6 coups, là il y en a 9. Et en plus de ça, vous avez le canon du milieu, je ne sais pas si vous le voyez, qui tire de la chevrotine. Et ça, en combat rapproché, les militaires ont vite compris que c'était redoutable. Et ils font des essais. Et les essais fonctionnent. Donc, Beauregard est tout content. Cette première commission va en amener une deuxième, qui sera officielle, celle-là. Et c'est une commission qui va être convoquée carrément par le secrétaire d'État à la guerre,
Et cette commission va confirmer, va entériner les avis favorables que la première commission avait émis. Avec un seul bémol, toutefois, c'est la faiblesse du levier refouloir. Vous savez que le levier refouloir, par exemple, c'est ça. Voilà, pour enfoncer les balles dans les chambres. Et bien là, on a un refouloir qui est comme ça. Bon, c'est pas top. C'est pas top. En plus de ça, quand on tire, même toujours, même... Ça, c'est une réplique Pieta. Chapeau à Pieta, parce que c'était pas évident à répliquer une arme comme ça. Ça, franchement, c'est super, vraiment, de la part de Pieta. Vous allez dire que Pieta a sponsorisé la vidéo, pas du tout. Je préfère Huberti, de toute façon. Mais j'avoue que Pieta, chapeau, quand même. Et puis, encore une fois, la qualité Pieta a énormément, a plus grand-chose à envier à Huberti maintenant. Voilà, donc, quand vous tirez, le recul fait que ça se barre. Voilà, donc voilà, il y a des petites améliorations à faire. Après, on va voir, je ne vais pas oublier de vous le démonter parce que c'est spectaculaire aussi. Alors voilà, c'est tout ce que cette deuxième commission trouve à dire, c'est que le refouloir est pas top. Seulement voilà, on est en 59, on n'est pas encore en guerre, et les militaires pensent, mais vraiment, hein, les historiens le disent, les militaires pensent que le conflit, ils savent qu'on va y aller, mais ils se disent ça sera un conflit qui va être très court, où il y aura peu de mobilisation humaine et matérielle. Ils pensent que ça sera vite plié. Voilà. Et en réalité, ça va durer 4 ans et ça sera épouvantable. Le seul truc, c'est qu'en 59, on pense que voilà, ça va pas durer longtemps. Donc on ne veut pas non plus investir des fortunes. Et malgré les 2 commissions favorables, eh le MAT, il n'arrive pas à obtenir un contrat. Donc, qui dit pas de contrat militaire, dit quand même beaucoup de difficultés pour fabriquer, pour investir dans une usine, dans des locaux, voilà. Donc c'est compliqué pour lui. Alors, il va déposer, donc on l'a vu tout à l'heure, un 2e brevet, mais ça ne change rien, l'armée n'en veut toujours pas. En fin 59, donc il décide de rentrer en France, où il va évidemment protéger son invention, puisqu'il a essayé, lui, de trouver des industriels américains, même dans le nord des États-Unis, puisque lui, ses brevets, il les dépose à Washington. La guerre n'est pas déclarée, donc il n'y a pas de problème. Et il n'y a aucun industriel nordiste qui veut fabriquer le LEMAT. Donc il rentre en France, il protège son invention, qu'il avait pris soin, on l'a vu, par 2 brevets de le protéger aux États-Unis. Là, il le protège en France, mais pas seulement, aussi en Russie, en Belgique, en Angleterre, en Prusse, en Espagne, voilà, il le protège un peu partout. Et puis là, il se dit, je vais intéresser des armuriers français ou anglais, voilà. Et puis ça intéresse personne. Voilà, il n'arrive pas, voilà, c'est comme ça. Alors, de retour aux États-Unis, parce que en dépit de tout, il habite quand même en Louisiane, donc il retourne aux États-Unis, et là, mauvaise nouvelle, à sa descente d'avion, j'ai envie de dire, il apprend que le commandant Beauregard, il ne souhaite plus s'occuper du revolver, il a d'autres choses à faire, donc l'association prend fin entre les deux. L'histoire nous dit que le MAT a racheté les parts que détenait le commandant Beauregard, et il va les revendre à un ami à lui qui est médecin, qui s'appelle Charles-Frédéric Girard. Et ce Charles-Frédéric Girard va jouer un rôle plus important, on va dire, dans la fabrication du LEMAT. Alors, 2 mots aussi, depuis fin 59, Jean-Alexandre François Lemat est devenu colonel de la milice de Louisiane, et il a été aide de camp du gouverneur. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant colonel Lemat. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc, son ami, docteur Girard, qui lui, entre-temps, rentre en France. Je passe sur tous les détails parce que ça serait vraiment très très long. Pour s'occuper de développer donc le MAT. En France, le docteur Girard va créer une compagnie qui va s'appeler la Girard Société je sais pas quoi. Et bref, le colonel
le MAT va lui demander de faire fabriquer, parce qu'il a obtenu enfin un contrat militaire de 5000 pièces. Donc il se dit, avec 5000 pièces, et puis l'argent qui va bien, on va pouvoir... voilà, donc il y a une commande de 5000 revolvers qui sera suivie d'une commande de 3000 autres revolvers. Donc la production peut commencer en France sous la responsabilité donc, du docteur Girard. Mais là aussi, ça ne va pas se faire facilement. Très vite, Girard va rencontrer un problème que très certainement tous les industriels de l'époque ont rencontré, c'est que, vous savez, le Sud envoie des émissaires, le Nord envoie des émissaires dans toute l'Europe, et quand je parlais de guerre de salon, il y a du lobbying qui est fait pour ralentir la fabrication d'armes vendues au Sud, voire la stopper, voire l'empêcher. Il y a de la corruption, etc. etc. Et c'est un peu ce qui va se passer avec le MAT, puisque le Sud va envoyer un émissaire qui est un militaire qui va être chargé d'évaluer, de tester et d'acheter. C'est-à-dire que cet émissaire, il a les pleins pouvoirs. Il a l'argent de la Confédération et il est chargé d'acheter des armes. Sauf que vous allez voir, c'est pas aussi simple. Ce militaire dépêché par le Sud s'appelle Caleb Hughes, H-U-S-E, Caleb Hughes. C'est apparemment un militaire extrêmement sérieux, rigoureux. Le Sud a une totale confiance en lui. Il est très bien noté. Bon, bref. Il l'envoie, on connaît très bien les armes évidemment, il l'envoie en Europe. Et puis là, assez vite, l'État confédéré va recevoir des courriers disant que l'attitude de Caleb Hughes est inadmissible parce que Caleb Hughes, il leur demande des pots de vin pour valider l'acquisition des armes. Et il y a tellement de plaintes que le Sud va quand même ouvrir une enquête et une commission va être nommée au sein de laquelle Caleb Hughes va être entendu et il va confirmer qu'en effet, il demandait des pots de vin aux entreprises, mais dit-il, pour lui permettre de vivre et de voyager dans toute l'Europe à la recherche d'armes pour l'intérêt sudiste et pour ne pas taper dans l'argent que le Sud lui a donné de façon à pas affaiblir les ressources dont il disposait pour acheter les armes. Et là, ça ébranle un petit peu la commission qui se dit « ouais, ça se défend, pourquoi pas ?» On n'a pas la preuve formelle que c'est de la corruption, puisque cet argent-là, il ne s'en sert pas pour s'enrichir, il s'en sert pour nous trouver des armes. Et Caleb Hughes, quelque part, il sauve sa tête comme ça, et il ne sera pas plus inquiété, il va continuer dans toute l'Europe à faire ça. Mais bref. Donc, ce n'est pas le seul problème que va rencontrer le MAT dans la fabrication de son revolver. C'est simplement que quand vous fabriquez une arme qui va être présentée à une commission, cette arme-là, elle est soignée, elle est faite si possible dans les meilleurs matériaux, elle est fignolée, etc., etc. Et ce qui explique que les deux commissions qui sont réunies sur les premiers exemplaires, qui ceux-là ont été fabriqués aux États-Unis, emportent tous les suffrages. Sauf que quand on est sur une fabrication industrielle, semi-industrielle, qu'on n'a pas beaucoup d'argent pour les acheter, ce qui est le cas des sudistes. Les sudistes, au début, ils ont des moyens financiers, mais petit à petit, avec les blocus américains, envoyer des capitaux, envoyer de la marchandise, etc., enfin, c'est très très dur, en recevoir encore plus. Du coup, le Caleb Hughes, il a de moins en moins d'argent aussi, alors peut-être qu'il en a dépensé pour son compte, j'en sais rien. L'histoire ne le dit pas, mais toujours est-il qu'il a de moins en moins d'argent, donc il demande aux fabricants d'armes de rogner sans cesse sur le prix de vente qui avait été convenu. C'est-à-dire on convient de 20 $, et puis on tombe à 15 $ et on tombe à 12 $, et ça devient plus possible. Donc pour pouvoir quand même livrer les revolvers, on les livre non plus en acier, mais en fer forgé. C'est pas la même. Donc du coup, le MAT, il n'y en aura pas énormément. Je crois, je l'ai noté quelque part, je ne sais plus, 3000 pièces, voilà. Excusez-moi, regardez mes notes.
Il y a 3000 pièces qui ont été fabriquées et c'est tout, quoi. Voilà. Alors c'est une arme extrêmement particulière, on va la détailler. Mais voilà, l'aventure Le Mat aura tourné court également, comme beaucoup d'autres. Voilà. Bon, il y aura quand même quelques modèles qui vont sortir, un modèle Navy, un modèle Army, un modèle cavalerie, et aussi un Baby Le Mat, un modèle Le Mat un peu plus réduit. Mais voilà, ça n'aura pas le succès et ça n'aura pas pu être fabriqué comme Le Mat l'espérait. Et il n'aura pas pu remplir tous les contrats militaires dont on lui avait confié la charge. Voilà, alors ce Le Mat, hop, je pousse un peu tout ça, vous allez voir c'est particulier. Ce Le Mat, il a un chien, voilà, donc hop, là évidemment ça percute le barillet avec les 9 chambres, hop, tac. Et pour percuter le canon chargé de chevrotine, eh bien vous armiez comme ça. Pas évident à armer. Hein. Moi je sais que j'ai pas une bonne prise en main avec. Moi je serais mort très très vite si j'avais été armé avec ça pendant la guerre. Et là vous avez une articulation, vous voyez, tac, tac, qui permet d'aller frapper la capsule et la cheminée qui se trouve là et de mettre feu au canon chevrotine. Voilà, ce qui est assez... Enfin, moi je dis que c'est une super invention, hein. C'est génial. Et la réplique Pieta, elle marche parfaitement. C'est du bon acier, il n'y a rien à dire, elle marche super bien. Alors comment elle se démonte? C'est ça qui est particulier aussi. Ça se démonte comme ça. Vous avez une clavette, là on va dire ici, voilà, je le tire dessus, elle s'enlève. Alors c'est un peu le problème, c'est que contrairement au Remington où vous tirez la clavette mais elle reste en place, parce qu'il y a un système qui la maintient en place, celle-là elle n'est pas tenue. Donc si vous la perdez, c'est pas cool. Et puis là, bah, vous dévissez, voilà, vous dévissez, hop, il y a toujours le refouloir qui se barre, vous dévissez, hop. Alors en même temps que je fais ça, je suis en train de réfléchir. Ah non, c'est pas ça du tout. Ah, première, c'est pas ça du tout. En fait, bon ben là, vous voyez que l'axe du barillet, c'est pas ça en fait l'histoire. Là, je comprends pas pourquoi il a fait ça, parce que je l'ai démonté ce matin. Voilà. Et en fait, ah ben non, il vient pas. Il vient pas. Alors attendez, peut-être avec un chiffon. Je vais prendre un chiffon qui est là. Ben, vous voyez, c'est du direct. Hein. Vous pouvez pas dire là, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Grosse surprise parce que généralement, il ne se démonte pas comme ça. Enfin, ça fait partie du démontage, mais c'est pas ce démontage-là que je voulais vous montrer. Donc, eh ben, je le continue en direct hein, devant vous, hein, puis c'est tout. Comme ça, vous aurez la primeur. En plus, moi, je ne l'avais jamais démonté comme ça, donc maintenant, je sais comment il se monte réellement. Voilà, on a un pas de vis ici, dans lequel vient se mettre le canon de... Voilà. Et là, vous allez voir, le canon de chevrotine, il se dévisse. Voilà. Il est tenu par ici, vous voyez qu'il y a un pas de vis ici. Il est tenu par là. Et il vient se mettre ici. C'est extraordinaire. Hein. Moi, je suis fasciné par l'inventivité des inventeurs, justement. Parce qu'il faut quand même gamberger tout ça. Faut être, le mec, il est médecin à la base. Hein. C'est pas un mécanicien, il est médecin. Mais c'est un passionné d'armes et il s'est dit, je vais créer mon revolver. Et quand même, une mécanique comme ça, enfin, faut y penser, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'en profite pour vous montrer le gros barillet, 9 coups, voyez, donc tout à fait exceptionnel. Donc on va le remettre, tac, on va le mettre hop, en face ici, et puis bah là, vous faites ça, tac, et vous vissez, tout simplement, vous revissez le tout, c'est pas mal quand même, hein. Moi je dis que
chapeau. Voilà, et là, alors évidemment là, il faut tomber juste en face. Ce qui n'est pas toujours simple. Et puis là, vous avez le truc, c'est pareil, un petit cran. Voilà. Et là, ça marche. Voilà. Vous voyez, en direct, démontage du truc. Franchement, sacré flingue. Voilà les amis, on va conclure avec quelques autres marques, quelques autres fabricants sudistes, mais où ça a été vraiment extrêmement marginal, une centaine de pièces et tout ça, et c'est tous des copies nordistes. Donc aucun intérêt de vous les présenter. Alors, il y a quand même une chose sur laquelle j'aimerais revenir. Vous voyez que je prépare mes vidéos, hein, je bosse, je prends des notes et tout, mais ça m'arrive de zapper des trucs, d'oublier quand même. C'est que le Leach et Rydon, qui ont fabriqué ça, la même chose que ça, c'est un Griswold & Gunnison, on se souvient. Leach et Rydon a fabriqué ça, mais avec une carcasse en acier. Voilà. Les Leach et Rydon, alors je ne sais plus combien de pièces, 3000 pièces, je ne sais plus, c'est une carcasse en acier. Ils ont réussi, eux, à construire leur revolver en acier. C'est pour ça qu'il était très prisé par les combattants, parce qu'il était beaucoup plus solide. Voilà. Alors que le laiton, c'est solide quand même. Hein. Vous pouvez, Pieta, quand il fait ses carcasses en laiton, vous pouvez tirer des milliers de coups, ça tient, il n'y a pas de souci. Après, tout est question de charge. Voilà, charge de poudre. Alors, les quelques autres, on a le revolver Augusta. Alors, le revolver Augusta, c'est 100% indice 851. Voilà, c'est 100% ça. Il y aura une centaine de pièces, entre 61 et 65. Une centaine de pièces, c'est vous dire que la cadence, c'est pas infernal. Il y a le revolver Coffer. Alors, le revolver Coffer, j'en ai fait une photo. Parce que c'est un peu particulier quand même. Voilà, le revolver Coffer, c'est ça. Donc, on retrouve une carcasse fermée, on retrouve le même, vous voyez, le même... voilà, on retrouve un peu ça. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de pontet, c'est ce qu'on appelle une détente mexicaine. Détente à la mexicaine, c'est qu'il n'y a pas de pontet. Carcasse en laiton, voilà, ça c'est le revolver Coffer. Donc Coffer, lui, c'est un vrai armurier. Il a même inventé des cartouches intégrales. Donc il les fabrique et il va fabriquer ce revolver alors à, pareil, une centaine de pièces. Mais il ne va même pas présenter ça à une commission militaire parce que lui sait qu'il ne peut pas produire. Donc il en a fabriqué une centaine et il les vend un par un aux soldats. Tout simplement. Il y a le revolver Columbus Firearm. Alors lui c'est pareil, il a sorti 2 modèles, copie conforme du 1851, canon octogonal et canon rond. Voilà, 2 modèles, canon octogonal, canon rond. 500 pièces environ, ce qui est déjà pas mal. Le revolver Henley, donc c'est une copie du Dragoon, hein, c'est-à-dire que c'est la copie de ça, mais en modèle réduit comme le Griswold Gunnison. Le revolver Kerr. Alors le revolver Kerr, c'est un revolver qui a été acheté en Angleterre. J'en parle quand même parce qu'il est particulier et celui-là, il n'est pas reproduit par Pieta. Il a été fait par la London Armoury Company. London Armoury Company. Et pour les plus pointus d'entre vous, vous savez qu'à la London Armoury Company, l'actionnaire principal s'appelle Robert Adams, qui va donc inventer le fameux revolver Adams. De ce revolver Kerr, qui ressemble à ça, enfin c'en est un, c'est un revolver Kerr, voilà, celui-là, exactement. Il va quand même en être livré à la Confédération 7000. 7000. Il aurait peut-être mérité une copie de la part de Pieta, quand même, non? Enfin bon, bref, voilà, je taquine Pieta, évidemment. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous plaira et que ça vous plaît autant que la première partie sur les armes du Nord. Alors évidemment, comme pour le Nord, j'ai collecté une masse d'informations. J'en ai sélectionné quelques-unes. Je ne peux pas faire une vidéo de 5 heures non plus, même si je trouve que parfois ça mériterait parce qu'il y a plein d'histoires. Moi, je fais un condensé, un résumé de tout ça.
Mais enfin, j'espère quand même que c'est intéressant. Alors, je l'ai fait dans la première partie nordiste, je vais le refaire ici. La Bible française, hein, parce qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de bouquins que nous. C'est évidemment les deux ouvrages de Didier Bianchi concernant les armes du Nord et du Sud. Voilà. Donc il y a 2 volumes, je crois, qui sont toujours disponibles chez Crépin-Leblond, le fameux éditeur qui fait beaucoup pour faire connaître les armes en France. Il y a beaucoup de bouquins sur les armes chez les éditions Crépin-Leblond. Je me suis également inspiré pistolet et revolver américain de Dominique Vénère. Vous avez... alors, c'est évidemment pas autant détaillé que les 2 bouquins de Bianchi qui sont spécifiques sur la guerre de sécession. Là, ça aborde un petit peu tout, mais vous avez de très très belles photos, en revanche. Voilà. Moi, je l'ai trouvé d'occasion, hein, il n'est plus édité. Donc, en fouillant un peu... les revolvers Smith & Wesson, alors je vous le remonte, bien qu'ils s'adaptent, qui ne se justifient pas, on va dire, dans les armes du Sud, bien évidemment. Même s'il y avait des Smith & Wesson, des petits backup, les petits Smith & Wesson 22 ou 32, qui ont pu être utilisés par des soldats et des officiers sudistes, mais ça ne fait pas partie évidemment des productions sudistes. Mais je vous le montre quand même, on le trouve toujours aussi chez Crépin-Leblond. Très très intéressant sur l'histoire de Smith & Wesson. Concernant Remington, c'est pareil. Remington, ça ne concerne pas le Sud, mais je vous le remontre. C'est un bouquin qu'on trouve également aux éditions Crépin-Leblond, qui est toujours proposé, je crois. Ensuite, vous avez le fameux bouquin Les armes américaines. Vous savez, ça fait partie de cette série de bouquins que Dominique Vénère a écrit. Les armes de ceci, les armes de cela, et notamment les armes américaines. Donc c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Un livre sur la guerre de sécession. Donc c'est un livre, parce qu'on m'a posé la question dans la première vidéo, c'est un livre qui a été écrit par un jeune, il a 41 ans, c'est un jeune historien français qui s'appelle Farid Hammer. Voilà. Et Farid Hammer, il s'est spécialisé dans l'histoire des États-Unis et notamment de la guerre de sécession. Alors je sais pas, j'ai jamais lu de livre de Farid Hammer. Je suis simplement allé voir qui c'était. Donc je ne sais pas si ces écrits sont orientés pour ou contre le Nord, le Sud, machin. Ça, j'en sais rien du tout et j'entrerai pas dans ce propos. Ce qui m'a intéressé dans ce bouquin, c'est simplement qu'il y a des tonnes de photos de la guerre de sécession. Il faut savoir que la guerre de sécession, je l'ai dit déjà, ça a été la première guerre réellement médiatique, puisqu'il y avait des tas et des tas de photographes. Et que du coup on a des milliers de photos, parfois très dures hein, d'ailleurs, photos de cadavres déchiquetés, de machin, tout ça. Les hôpitaux de campagne où on voit les médecins en train d'opérer et tout, c'est épouvantable. On est vraiment très proche de la Première Guerre mondiale, hein. C'est vraiment... voilà, bon bref. Là aussi, Smith & Wesson, très très intéressant. Les Colts. Voilà, ça c'est les bouquins de Callioux. Alors les bouquins de Callioux, il a écrit sur Colt, sur Winchester, etc. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait également pour les armes en France. Voilà, ça c'est le volume sur les revolvers à percussion et conversion. Et ça c'est les revolvers western, hein, donc on reconnaît bien à cartouche métallique. Voilà, ensuite un livre sur Robert Edward Lee, toute son histoire. Voilà, super bouquin, ça se dévore. Et puis, j'ai oublié de le prendre là pour vous le montrer, mais je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Un très très bon bouquin sur la guerre de sécession, ça s'appelle Le Blanc Soleil des Vaincus de Dominique Vénère, toujours, qui raconte l'histoire de la guerre de sécession. Et franchement, ça se lit, mais alors comme un roman. Voilà, c'est passionnant. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Moi, vous le savez, je prends énormément de plaisir à faire ça. Tous vos commentaires m'encouragent à aller plus loin, à en faire encore davantage. Bon, je ne sais pas trop les prochaines vidéos ce que ça va être, parce que là, ça a été énormément de boulot. Hein. On ne dirait pas, mais ça a été énormément de boulot, parce qu'il faut collecter les infos, il faut donc lire les bouquins, il faut passer du temps. J'ai pas que ça à faire non plus. Enfin bon, bref, mais c'est passionnant. Voilà, quand c'est la passion qui est le moteur de tout ça, finalement, on ne compte pas les heures, on ne compte pas tout ça. Donc j'espère que vous aurez pris autant de plaisir
dans cet épisode numéro 2 que vous en avez eu apparemment dans l'épisode numéro 1. Je vous dis à très bientôt. Allez, dans 2-3 semaines, il y aura une nouvelle vidéo. Je ne sais pas trop encore de quoi. J'ai ma petite idée. Sur une arme un peu particulière qu'on a trouvée dans l'Ouest américain. Mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est vraiment une arme très particulière, qui n'est pas une arme américaine, mais qu'on voit dans des films et qu'on se dit putain mais c'est quoi ça, voilà. Et c'est pas du tout anachronique, c'est ça qui est intéressant. Donc je vous parlerai probablement de cette arme là parce que j'en ai commandé un exemplaire et je vais le recevoir je pense d'ici une quinzaine de jours, donc je ferai une vidéo dessus, voilà. Bon les amis, on va se quitter, hein, je sais, vous n'avez pas envie, moi non plus, mais à un moment donné, voilà, on est obligé. Je vois plus grand chose d'autre à vous dire, si ce n'est que prenez soin de vous, merci 1000 fois encore de m'accompagner, de me supporter dans le bon sens du terme, de commenter, de liker, de partager, de vous abonner, etc. Enfin franchement, pour moi à chaque fois que j'ouvre l'ordinateur et que je vois 1, 2, 3, 4 abonnés en plus que la veille, voilà, c'est un petit miracle pour moi, ça suffit à mon bonheur. Voilà. Je vous dis à très bientôt, bye bye, prenez soin de vous, ciao les amis.